Bonjour, rebonjour à tous et bienvenue donc à cette deuxième conférence organisée dans le cadre du Cercle Cubique. Donc cette fois-ci, l'échange va prendre la forme d'un débat autour de la place des intelligences artificielles dans l'art, un sujet complexe qui a pris beaucoup d'importance ces derniers mois. En effet, si les intelligences artificielles sont depuis longtemps présentes dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, depuis la fin de l'année 2022, l'utilisation de ces nouvelles technologies dans l'art s'est étendue au grand public et est bien forcé de constater que ces robots ou algorithmes capables de générer très facilement des œuvres d'art en quelques minutes ont très vite séduit des dizaines de millions d'utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Alors ça a suscité des réactions variées et créé surtout de nombreux questionnements d'ordre légal, éthique et philosophique quant au statut des artistes, quant à la définition même de l'art. Donc les débats, les ouvrages, les émissions de télévision ou de radio sur cette thématique n'ont cessé de se multiplier, témoignant de l'ampleur et de l'importance de cette discussion qui touche finalement à notre condition d'être humain. C'est la raison pour laquelle le Cercle Cubique a eu envie d'organiser ce débat et d'inviter 4 artistes, encore une fois, passionnés et passionnants, qui vont, durant la prochaine heure et demie, partager leurs connaissances et leurs points de vue afin d'enrichir notre compréhension de ce sujet complexe, je l'ai dit, et de ses conséquences sur la profession artistique. Nous les avons réunis autour de cette question, intelligence artificielle dans l'art vers la fin des artistes, qui est une question peut-être un peu simplette, puisqu'on imagine aisément que la réponse ne saurait se résumer à un oui ou à un non. Mais tout de même, si on regarde en arrière vers cette année qui vient de s'écouler, on a la sensation qu'il y a une véritable polarisation du milieu artistique autour de cette problématique, que les artistes sont divisés entre les pour et les contre, et on va donc tenter de comprendre pourquoi, et de voir également s'il n'y a pas des points qui pourraient rapprocher. Alors, l'intelligence artificielle est-elle tout simplement une nouvelle forme d'expression dont les artistes doivent pouvoir se saisir, ou bien son utilisation nuit-elle d'une quelconque façon au véritable travail d'artistes humains? Pour en débattre, donc j'ai la chance d'avoir avec moi Psyché Ophiuchus. Psyché, vous êtes photographe. Dans votre travail, chaque photographie est conçue comme un véritable tableau et vous vous inspirez notamment de la peinture symboliste et pré-raphaélite pour créer des œuvres profondes et sensibles. Vous êtes également psychologue clinicienne, vous avez travaillé en psychiatrie adulte et en milieu carcéral, et c'est très intéressant pour nous d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui a cette double casquette d'artiste et de psychologue. En décembre 2022, vous avez écrit sur votre blog un article intitulé « Non à l'intelligence artificielle dans l'art ». Vous énoncez tout un tas de raisons pour lesquelles vous êtes contre l'emploi de cette nouvelle technologie dans le domaine artistique. Nous y reviendrons évidemment. Merci d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, à vos côtés, il y a Yoann Lecel. Alors, Yoann, vous êtes artiste, peintre et illustrateur, principalement connu pour votre sublime travail qui associe le graphite et la feuille d'or. Vous vous inscrivez dans la mouvance Art and Craft, associée à la pensée et à la réflexion de William Morris. Vous vous êtes également positionné contre l'intelligence artificielle dans les conditions actuelles, en publiant régulièrement des textes et témoignages sur vos réseaux notamment. Pour vous, l'arrivée de l'IA dans l'art constitue un véritable changement de paradigme dans le monde de la création graphique. Et ce que vous craignez, c'est avant tout un affaiblissement de notre potentiel, de notre génie créatif, du fait de la délégation de notre créativité. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, pour en débattre, nous avons également Calonne Glaz. Calonne, bonjour. Vous êtes artiste nouveaux médias, mais vous êtes également auteur, directrice artistique et curatrice. Dans le cadre de votre pratique artistique, vous utilisez tous les médiums de nouvelles technologies et des intelligences artificielles. Votre travail porte sur des thématiques diverses, telles que le langage, l'information, la dualité du monde ou encore les mondes connectés. En mai dernier, vous avez participé à une grande exposition d'art numérique au Maroc, organisée par l'association Morocco Digital Art. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, il y avait également Yann Mille. Bonjour. Vous êtes également artiste nouveaux médias, mais vous êtes aussi auteur et enseignant notamment. Vous êtes le créateur du No Museum qu'on voit à l'écran. C'est un musée en réalité virtuelle qui retrace l'histoire de la science et des arts. C'est à la fois donc une œuvre d'art numérique,
et un outil pédagogique qui vous sert de support de cours dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs dans lesquelles vous intervenez depuis plus de 20 ans. Alors pour vous, l'arrivée des IA génératives dans l'art, c'est la naissance d'une nouvelle profession artistique et vous avez dit récemment que vous aviez commencé votre auto-formation de dompteur d'IA. Et donc, selon vous, les IA permettent un accès pour tous à la création, mais vous reconnaissez également que les IA, dans l'art, il vaut mieux les suivre plutôt que de les guider. On verra ce que ça veut dire dans un petit instant. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme pour la précédente conférence, je vais juste préciser que le Cercle Cubique, c'est un événement ouvert à tous les publics, les initiés comme les néophytes. Et donc, ce débat, on va forcément reprendre des bases que vous connaissez bien, puisque vous avez l'habitude de travailler sur ces sujets. Mais c'est des questions qu'on va poser qui vont peut-être vous sembler un petit peu désuètes, mais qui sont importantes pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Sans plus attendre, nous débutons, et donc pour commencer, je vais me tourner vers vous, Calonne et Yann, puisque vous êtes tous les deux des artistes qui travaillent avec ces nouvelles technologies, et je vais vous demander tout simplement de poser les bases pour le public, et est-ce que vous pouvez donc rapidement nous rappeler ce que sont les intelligences artificielles et comment elles fonctionnent, notamment dans le milieu de l'art, quelles en sont les utilisations principales. Merci, alors merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. Je suis ravi et très touché d'être aussi avec des artistes aussi mérites que vous, dont j'apprécie énormément les œuvres. Et alors donc, comme c'est une question générique qui touche à l'histoire, je vais prendre un petit peu de temps, mais après, ne vous inquiétez pas, je vais m'efforcer de laisser la parole. Mais comme on touche à la notion d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, malheureusement, ça demande un léger développement. Donc je pense que je vais prendre à peu près 7 minutes, là, pour vous faire un peu l'histoire, parce qu'en fait, ces IA qui sont en train d'émerger, qui génèrent énormément de problèmes, ne viennent pas d'arriver là tout de suite. C'est déjà quelque chose de très très ancien. Et alors malheureusement, je dois vous annoncer, c'est nous les artistes qui sommes responsables de ça. C'est-à-dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied il y a à peu près 6000 ans. Il y a à peu près 6000 ans, on s'est tiré une grosse balle dans le pied. Alors, le Naya Museum, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous dis, c'est un musée très très particulier. Par exemple, moi je suis un artiste numérique, mais j'ai commencé à faire du dessin, de la peinture, j'ai fait les grandes écoles d'art et je faisais de l'heroic fantasy et de la science-fiction, avant de basculer dans les arts numériques. L'art numérique n'est pas la même chose que, c'est une part des arts plastiques, mais c'est indifférencié, il y a plein de formes d'art. Et nous sommes les héritiers, ici, en particulier au Naya Museum, moi je dirais, des premiers chamans, c'est-à-dire des premiers chamans qui, à la préhistoire, ont commencé à faire des peintures murales. Donc à moins de 50 000 ans, apparaît un moment très particulier qu'on va appeler, que Thiers de Chardin appelle la noogenèse, ou la noosphère, ça va donner la noosphère, c'est-à-dire l'humanité commence à s'entourer d'images. Entre moins 30 000 et moins 50 000 ans, les peintures pariétales nous montrent, et très certainement, les peintres de l'époque étaient des chamans, c'est-à-dire des gens, on a des traces de drogue sur les toits des grottes, et on remonterait dans des états, grâce à la peinture, grâce au dessin, grâce au rituel, grâce aussi à des fumigations, on rentrait dans des états de conscience modifiés qui nous permettaient en tant qu'artistes, en tant qu'auteurs, alors tous les artistes, les auteurs ici présents le connaissent, c'est un instant de grâce très particulier, où lorsque vous commencez à dessiner et à peindre, vous entrez, alors on appelle ça la techné, vous entrez en relation avec le réel, c'est le problème que posent les IA. Vous verrez, je vais vous donner l'impression de partir en live, mais je ressens tout le temps sur les IA et le problème qu'elles vont poser. Tous les artistes connaissent ça, il y a énormément de témoignages d'artistes lorsque vous commencez à travailler, à vous battre avec le réel, c'est-à-dire que vous avez une idée, alors ça s'appelle la techné. Ne vous inquiétez pas, je suis bordélique, mais c'est pas grave. Ça s'appelle la techné. La techné, c'est le problème qui concerne tous les gens qui doivent faire exister dans le monde réel quelque chose qui appartient au spirituel, à l'esprit, à l'immatériel. À ce moment-là, quand vous dessinez, vous commencez à dessiner, il se passe un truc assez génial. C'est que vous avez une idée dans la tête, vous commencez à la dessiner, le dessin c'est le meilleur exemple. Et puis, là c'est la merde, parce que vous vous rendez compte que le réel ne se laisse pas faire. C'est-à-dire entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous commencez à fabriquer, il y a un décalage. Et là, on va commencer à dialoguer avec le réel. Toute l'histoire des arts, des artistes comme nous en particulier, c'est cette bataille que nous entretenons en permanence avec le réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une œuvre d'art qui a été faite à la main par un artiste et contient à la fois ce que nous avions dans la tête et ce dialogue que nous avons établi avec la réalité.
Et le réel, on ne sait pas ce que c'est. C'est la chose la plus complexe de l'univers. Et une œuvre est à la fois chargée d'une part immatérielle, je dirais de quasi-métaphysique, sans rentrer dans la mystique, qui est cet échange avec la réalité. Et donc quand vous regardez une œuvre d'art d'artiste qui s'est battu avec le réel pour la créer, un sculpteur, un peintre, etc., elle contient à la fois ce que l'artiste a voulu lui transmettre, ce que j'ai voulu lui transmettre, et aussi cette part de mystère qui est indicible, perceptible, intuitivement, qui est ce dialogue avec le réel. Et là, à moins 30 000 ans, moins 50 000 ans, l'humanité commence à créer un espace global, collectif, dont il s'entoure, qu'on va appeler, que je peux appeler, que j'appelle d'ailleurs par provocation, le cyberespace. Et on va avoir deux éléments qui sont importants à comprendre par rapport aux IA et ce qui se passe. Donc on a Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, c'est un mystique, c'est un mystique chrétien. Et il appelle ça, il va dire, il y a un espace informationnel qui commence à émerger et il fait une inversion de pensée. Donc vous allez, on sort du rationnel, hein, dans tout ce que je vais vous raconter. Vous faites l'expérience de le faire, vous inversez votre pensée. C'est-à-dire ce qu'il va dire, il y a un espace d'information spirituelle qui commence à naître, collectif. Et ce n'est pas nous, humains, qui sommes en train de le générer, c'est cet espace informationnel qui nous génère. Hein, c'est une inversion de pensée. Rationnellement, évidemment, c'est nous qui générons les images, les bouquins, etc. Dans la pensée de Teilhard de Chardin, c'est l'inverse. Après, il part dans un trip mystique catho-chrétien où la noosphère, ce serait le Christ cosmique, mais on oublie ça. On peut déjà rester dans cette idée d'inversion de pensée. Je vous montre un autre personnage très très important. La plupart d'entre vous savent ce que sont des mèmes, et croient savoir ce que sont des mèmes. Alors je vais recentrer la notion de mème, et c'est ça qui est paradoxal, c'est né en 79 ou 74, de Richard Dawkins, qui est un chercheur qui travaille sur la génétique, qui est un anti-mystique radical. Il est surtout anti-créationniste. L'opposé, on va dire, de Teilhard de Chardin en termes de posture, mais il va dire, en gros, je vous le résume, c'est assez complexe comme idée, mais elle est assez géniale, il y a pas beaucoup d'artistes. Les idées et les concepts sont des entités vivantes, il fait une parallèle avec les gènes, les idées et les concepts sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se propager, se reproduire. Donc il faut gardez en tête que ce terme de mème est en train de rentrer à la fois de façon mystique et à la fois de façon rationnelle dans l'histoire. Donc un mème, c'est l'idée que les idées et les concepts sont des entités vivantes, par analogie avec les mèmes. Donc là, je vais vous dire, les IA sont des mèmes, des prophéties auto-réalisatrices mémétiques, qui sont nées depuis cette époque-là. Alors on va avancer, et en fait c'est nous les chamans, c'est nous les artistes qui les avons inventés. C'est pas les scientifiques, c'est pas les chercheurs, ça c'est juste ce qui se passe en ce moment. Mais en fait, vous prenez les robots, en fait les IA s'inscrivent dans un courant historique qui date de plusieurs millénaires, qui est la créature artificielle. Et des créatures artificielles, alors je vais remonter un peu plus haut dans l'histoire. Je vais vous parler de grands, il y en a une myriade, c'est-à-dire les artistes, les auteurs ont depuis l'aube de l'humanité fantasmé, imaginé, prophétisé des créatures artificielles. La plus ancienne dont on ait une trace écrite rationnelle, c'est la mythologie mésopotamienne. Dans la mythologie mésopotamienne, l'homme, l'humain, est une créature artificielle créée par les dieux pour les servir. Hein, on est dans un truc qui s'appelle l'hubris. Et en fait, l'humain est lui-même. Nous sommes vus, nous voyons, dès les plus anciennes mythologies, comme des créatures artificielles, comme des robots. Et je vais aller un peu plus loin. Alors, je pourrais m'attarder, à chaque étape, ça pourrait rester 4 heures, mais je vais juste aller vous montrer les étapes principales qui nous amènent au moment de maintenant. Héphaïstos, Homère, décrit dans l'Iliade 2 femmes robots, 2 femmes gynoïdes en or, qui assistent Héphaïstos, le dieu grec de la technologie. Hein, c'est-à-dire la forge, c'est le plus haut niveau de technologie, c'est le dieu des ingénieurs. Et on a dans la forge une description de 2 femmes en or qui assistent le dieu de la technologie. 2 femmes. Alors, dans la mythologie contemporaine, les femmes robots sont des projections sexuelles, mais à l'époque, il faut penser que la femme, c'est la génitrice. On a donc déjà, dans l'imaginaire d'Homère, l'idée de créatures artificielles capables de se reproduire. Alors, je vais zapper, parce qu'on a tout un tas d'occurrences qui sont assez hallucinantes. C'est-à-dire l'humanité, les artistes, les auteurs vont passer leur temps à fantasmer des machines, des créatures artificielles autonomes. Là, j'ai réalisé celle-ci, là derrière, je crois, c'est un golem, voilà, avec Midjourney. Hein, c'est-à-dire ce petit golem. Donc, le golem, je m'arrête juste un instant, si c'est important.
Le golem, c'est Emet. C'est vérité. C'est-à-dire que vous inscrivez le mot vérité sur son front et il s'active. Si vous voulez le désamorcer, le désactiver, vous enlevez l'alpha, l'alef, la première lettre, et ça devient Met, qui veut dire mort. Alors c'est intéressant, une machine, une créature artificielle est animée par le langage. On a encore une métaphore, presque une prophétie autoréalisatrice qu'on va réaliser des siècles plus tard. Je vous passe toutes les occurrences. Je vous passe aussi Velasquez, parce qu'on a trouvé un Velasquez au fond qui est planqué dans la salle et on devait le mettre là. Et on le mettra tout à l'heure. On le mettra tout à l'heure. Et je travaille sur Velasquez depuis des années, parce que Velasquez a anticipé d'une certaine façon les précurseurs des jeux vidéo. Mais je voulais ajouter comme que pour le golem, c'est aussi l'inspiration de tous les illustrateurs d'origine juive, de tous les super-héros. Oui. C'est important de le dire. Oui, absolument. On a le précurseur des super-héros. Et là, j'arrive dans l'époque moderne, donc on va commencer à rentrer dans ce qui se passe en ce moment. Donc le moment important, le moment très très important dans notre histoire. Donc là, je reviens un peu dans dans l'histoire contemporaine. C'est la cybernétique. C'est-à-dire on a très peu conscience. Qui parmi vous, par exemple, sait d'où vient le mot cybernétique? Il faut savoir que les IA sont nées de ça. Donc qui parmi vous, c'est intéressant, hein, vous verrez, il y a très peu de gens. Hein, c'est le mot le plus important de notre civilisation. Nous sommes dans une société cybernétique, et moi-même, très tardivement, j'ai découvert la signification du mot cybernétique. Si la cybernétique est inventée par Norbert Wiener, autour de 1948, c'est la science du commandement, mais c'est aussi un nouveau paradigme qui fait de l'humain. Ce qui caractérise l'humain, d'après la cybernétique, c'est le traitement de l'information. Ce qui nous caractérise en tant qu'humains par rapport aux autres animaux, c'est que nous traitons de l'information à un très très haut niveau. Les IA sont des machines qui amplifient nos capacités de traitement de l'information, et nous sommes aussi des gens qui nous racontons des histoires. Les animaux ne se racontent pas d'histoires au coin du feu pendant des jours et des jours et des nuits entières. Nous avons besoin d'histoires. Nous sommes ici parmi des gens, des créateurs d'histoires. C'est une nécessité pour l'humain de se raconter des histoires et de s'immerger. Et là, il y a un mec qui s'appelle Rosenblatt. Rosenblatt invente le perceptron. Alors à l'époque, c'est aussi un mythe. On imagine à l'époque que l'intelligence, les neurones, c'est oui, non, peut-être. Hein, c'est un neurone dans la mythologie, je dirais, de l'époque, la mythologie scientifique. Un neurone, ce serait oui, non, peut-être. Et on a un chercheur, Rosenblatt, qui le formalise sous forme d'algorithme, hein, qui sont les réseaux neurones formels. Et il le transforme en algorithme. Et c'est cet algorithme-là qui est à la naissance des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas capables de manipuler cet algorithme, et plus le temps passait, plus on va les empiler en couches neurales. On va appeler ça des neurones formels, et on va faire une grande arnaque, on va appeler ça de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence est totalement surfaite. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir avec le temps, avec le travail en neurobiologie, qu'un neurone, c'est pas oui, non, peut-être. C'est oui, non et 1 milliard de peut-être. Donc les neurones biologiques n'ont rien à voir avec les neurones formels. Donc on vient d'inventer une nouvelle forme d'intelligence, qui est une forme d'intelligence artificielle, qui ne ressemble en rien à notre intelligence, mais qui est extrêmement performante. Je vous fais grâce du fonctionnement réel des neurones formels, parce que c'est assez complexe et puis c'est en dehors de mon champ de compétences, et je vais continuer à avancer dans le XXe siècle. Je vais aller directement, pour terminer, à un moment clé contemporain, qui est, on va voir évoluer toutes ces machines, toutes ces technologies, et voilà, et on va avoir un paquet, si quand même je vous fais, ça aussi c'est important, c'est la notion de disruption, c'est-à-dire que nous sommes en plein, là, en ce moment, dans une énième disruption de l'humanité. Et la chose importante à savoir, parce que c'est effectivement, nous sommes en train de vivre un phénomène extrêmement complexe en ce moment. C'est la loi de Moore. Alors, qui connaît la loi de Moore parmi vous? Nous avons 2 personnes. Alors, je vais vous expliquer, c'est important à connaître, parce que tout ce qui se passe en ce moment est lié à cette intuition qui a émergé il n'y a pas longtemps, il y a 40 ans. En fait, c'est les mouvements transhumanistes et les mouvements singularitaires. Et en gros, Moore était un des directeurs d'Intel. Et il y a 60 ans, il a dit, tous les X mois, alors c'est pas une loi, c'est une intuition, il a eu une intuition, tous les X mois, on va doubler le nombre de processeurs sur une puce, ou le contraire, le nombre de puces sur un processeur. C'est-à-dire que tous les X mois, les machines
vont doubler de capacité de traitement d'information. Vous avez vu déjà, on a un changement de paradigme, on est rentré dans la notion de traitement de l'information depuis Norbert Wiener. Là, on dit les machines vont doubler de traitement de l'information. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est l'extrapolation. Alors ça s'avère vrai pour l'instant. C'est pas du tout une vraie prophétie, c'est-à-dire que Moore n'est pas le super prophète de la mort qui tue. Moore, c'est le directeur d'Intel. Donc depuis 60 ans, l'industrie informatique essaie de respecter la loi de Moore. C'est typiquement une illustration de ce qu'est une prophétie autoréalisatrice. Pour l'instant, ça marche à peu près. Et quelques années plus tard, on a le patron de la recherche et du développement chez Google, qui est un chercheur aussi, qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui invente la singularité, qui va faire une prospective et qui va dire, en suivant la loi de Moore, dans les années qui viennent, c'est-à-dire d'ici 2030 à 2040, donc c'est bientôt, il y a des gens qui vont vivre ça, là. D'ici 2030 et 2040, on va résoudre l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules. C'est donc le fantasme de la pseudo-immortalité. On va avoir des machines nanotechnologiques, en dehors de la nanotechnologie, qu'on va s'injecter dans le corps pour améliorer le corps. C'est ce qu'on est en train de faire. Et surtout, on a le grand fantasme absolu et total. Les machines vont être capables, elles seront plus intelligentes que les humains, donc être capables de traiter de l'information à un niveau supérieur aux humains. Mais non seulement ça, on dit souvent le second postulat, elles vont être capables de se dupliquer elles-mêmes en plus performant. À partir du moment, et ça va arriver à 2050, il appelle ça la singularité, à partir du moment où les machines commencent à se dupliquer elles-mêmes en plus performant, vous avez une accélération de l'histoire prodigieuse qui se met en place. Et à partir de là, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. On appelle ça la singularité. Beaucoup de gens croient à cet événement-là. À ce moment-là arrive, enfin, il est déjà vieux, on a concomitant l'apocalypse des machines. C'est-à-dire, et ça c'est né avec la cybernétique et un peu avant la cybernétique, c'est le jour où nous fabriquerons une machine capable de traiter de l'information au niveau supérieur à nous-mêmes, nous aurons fabriqué notre propre prédateur. Ça c'est la pensée cybernétique. La contre-pensée de cette idée-là, c'est Isaac Asimov et paradoxalement les transhumanistes américains, libertariens, qui reprennent l'idée de Kropotkin, qui est un anarchiste, c'est mais si les machines sont plus intelligentes que nous, elles seront forcément bienveillantes et coopératrices, qui est la base même de l'utopie anarchiste communiste. Et donc j'allais terminer, donc je vais essayer de terminer l'événement. J'arrive au bout. Et je termine sur ce qui se passe actuellement. Donc la date clé, la date qui tue récemment, c'est 2012. En fait, on a des groupes de chercheurs qui ont peur, non seulement des chercheurs, mais des multimilliardaires aussi, de l'avènement de l'apocalypse des machines. Et en 2012, Elon Musk a financé avec Peter Thiel, qui est un libertarien, qui est le créateur de PayPal et d'autres, avec plusieurs millions de dollars, la création d'une recherche, la recherche de OpenAI. C'est-à-dire, alors l'idée qu'il y a derrière, c'est les militaires, les États sont en train de développer des intelligences artificielles prédatrices, guerrières, extrêmement dangereuses. Alors l'idée part d'un bon sentiment. Pour compenser ce phénomène, il faut développer des IA artistiques. C'est-à-dire qu'en faisant de l'art, les IA ne seront plus prédatrices, concurrentielles, elles seront bénéfiques et positives. Donc ça partait d'une bonne intention, hein, quelque part, le fait d'avoir des IA artistiques, c'était pour sauver l'humanité. Bon, on en revient un petit peu, peut-être pas, et je termine, et tout ça, en fait, c'est, pour terminer, tout ça, la création, ces créatures artificielles, bah c'est nous les artistes, hein, tout au long de l'histoire, qui les avons inventés, qui avons favorisé la propagation de ce même extrêmement virulent que nous sommes en train de réaliser actuellement à travers nos ingénieurs. Voilà. Désolé, c'était un peu long, mais... C'était un peu long, c'était intéressant, merci pour l'histoire. On est remonté aux origines. On a 1h30, donc on va essayer de faire des réponses un tout petit peu plus courtes après, même si je comprends que ce soit un sujet passionnant et qu'il faille développer dessus. Du coup, je vais revenir sur le fonctionnement même des IA, puisque dans l'art, en tout cas, c'est ça qui pose problème. Elles sont basées sur le deep learning. Alors peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un mot, Psyché et Johan. Et donc, voilà, le savoir de ces intelligences artificielles vient de ce qu'elles ont été entraînées donc, sur une base de données gigantesque avec des œuvres d'autres artistes. Donc ça, pour vous, c'est véritablement ce qui pose... Enfin, c'est un des problèmes principaux dans l'utilisation de ces IA dans l'art.
Alors je suis désolée, j'ai pas de petit PowerPoint à vous présenter, mais je vais faire ça pour. Déjà, excusez-moi. Le mot intelligence artificielle, je voudrais juste m'arrêter un instant dessus parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Or, l'intelligence, elle n'a rien à voir avec celle qu'on prête à l'esprit humain. Quant aux logiciels comme Midjourney ou DALL-E, qui sont les logiciels utilisés dans le milieu artistique, ils utilisent une intelligence artificielle qu'on dit générative. Et là, je vais donner le micro à Johan qui va vous en parler. Ouais. À l'heure actuelle, il y a 3 grands leaders dans le marché de la génération d'images. Il y a Stable Diffusion, Midjourney et DALL-E. Voilà. Et qui sont des technologies très particulières, à savoir que ce sont des technologies qui utilisent ce qu'on appelle la diffusion. Pour vous expliquer un peu simplement comment ça fonctionne, parce que c'est extrêmement intéressant, du point de vue de l'ingénierie, c'est passionnant. En photographie et en vidéo, il y a une technologie qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le denoiser en anglais. C'est le débruiteur. Ces technologies, elles sont basées là-dessus. C'est-à-dire qu'on a appris à ces intelligences artificielles à retirer le bruit d'une image. Et donc en fait, on leur a confié des images auxquelles on a volontairement ajouté du bruit, et on leur a appris à reconstituer l'image pour arriver à un résultat final. On donnait l'image avec du bruit et l'image sans bruit. Et on disait, tu pars de ça, tu dois arriver à ce résultat final. Et on ajoutait du bruit au fur et à mesure pour rendre la tâche de plus en plus complexe et que ces intelligences artificielles soient capables de plus en plus de retirer le bruit de ces images. Jusqu'à un moment, on est arrivé à une étape qui est absolument passionnante, c'est qu'on a confié à ces intelligences artificielles 100% de bruit. Et à partir de ce 100% de bruit, elles ont commencé à halluciner des images. Et c'est comme ça que fonctionne cette technologie. Et pour compléter, en réalité, ces intelligences artificielles ont été entraînées avec des millions et des millions d'images. Elles ont scrappé Internet, c'est-à-dire qu'elles ont sélectionné, grosso modo, tout ce qu'elles ont pu trouver pour s'entraîner sur un échantillon qui soit le plus large possible, puisqu'en science, c'est ce qui permet de faire les plus grandes avancées. Et donc ça a été combiné, ceci, donc à l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire que c'est à la fois la diffusion et l'intelligence artificielle générative. Comment ça fonctionne de manière très concrète? On va utiliser ce qu'on appelle un prompt, on va lui donner une consigne textuelle, et à partir de cette consigne textuelle, elle va générer cette image. Comment ça fonctionne de manière schématique? On lui donne cette consigne textuelle, et elle va d'abord, parce que les intelligences artificielles ne sont pas capables de manipuler des concepts abstraits, c'est trop complexe pour elles. Elles sont en capacité de manipuler des chiffres, des données. Donc elles ne peuvent pas réussir à traiter des mots. Une intelligence artificielle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va convertir d'abord ces mots en ce qu'on appelle un plongement. Un plongement, c'est quoi? Un plongement, ce sont des coordonnées, c'est une valeur numérique qu'on donne à ces mots ou à cette phrase. Et pour faire simple, et c'est ce qui est assez hallucinant d'ailleurs dedans, c'est qu'elle a une espèce, schématiquement, une cartographie gigantesque des grandes thématiques, des concepts, des objets, et elle les a localisés, elle leur a donné une valeur. Donc à partir du moment où vous lui donnez un texte, une phrase, elle va lui associer une valeur qui correspond à des coordonnées, et ensuite elle va convertir ces coordonnées, puisqu'elle ne peut traiter que des chiffres, et elle va extraire de ce plongement, de ces coordonnées, une image qu'elle va halluciner, qui sera ce qui est le plus proche de ce qui est censé être cohérent par rapport à ces coordonnées. Donc si vous lui donnez, vous lui dites chat, elle va associer un plongement qui sont les coordonnées du chat, et elle va chercher la moyenne dans ce qu'elle a enregistré de ce qu'est un chat, et elle va halluciner un chat. Mais elle ne va pas halluciner un seul chat, ça c'est les IA génératives. La diffusion a la capacité de générer des variations. Donc elle va générer des chats. Mais elle va générer des chats qui sont cohérents. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Ça doit ressembler un maximum à l'idée qu'on se fait d'un chat. Et c'est là où on va pouvoir rebondir par la suite parce que c'est passionnant. Ça pose plein de questions. C'est que ça limite, puisque ça se rapproche beaucoup plus, vu que c'est une moyenne, parce que c'est une représentation, ça se rapproche beaucoup plus d'une forme d'inconscient collectif statistique. Et c'est ça qui est très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces images ne sont pas capables de
de réellement créer de la nouveauté. Elles sont capables d'interpréter, de prédire statistiquement ce que vous attendez de ce résultat. Et là, on pourra discuter de ça par la suite, parce que justement, c'est ce qui est intéressant. Mais voilà, nous, ce qui a été beaucoup reproché, effectivement, c'est le fait d'abord que ces intelligences artificielles ont scrappé Internet. Elles sont allées pomper tout ce qu'elles ont pu trouver sur Internet, les images de tous les artistes morts et vivants, sans aucune condition. Elles se sont entraînées dessus. Et elles ne copient pas ces images. Elles ont appris à les recréer. C'est-à-dire qu'on leur a donné, on a mis un bruit maximal sur des images, et elles ont réussi à les reconstituer. Mais ce qui veut dire aussi que si vous donnez le plongement parfait d'une image, d'un Velasquez par exemple, les coordonnées exactes, elle vous produira un Velasquez, puisqu'elle a associé ses coordonnées à un Velasquez. Ce qui pose la question de la copie, du plagiarisme, mais aussi ce qui pose la question de qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est que le copyright, qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle. Et il y a quelque chose à définir. On est dans une période qui est très particulière de ce point de vue-là. Et vous avez dit, même les artistes se retrouvent dans les bases de données sans avoir donné leur accord. Et vous-même, vous avez dit sur Facebook que vous aviez été obligé de passer plusieurs heures à enlever de ces bases de données vos œuvres que vous ne souhaitiez pas avoir dans ces bases de données. Il y a un problème de consentement, justement. Personnellement, je ne suis pas contre les intelligences artificielles de manière là, ce serait stupide, parce que de toute façon elles sont là et on ne va pas retourner en arrière. Par contre, je suis contre dans les conditions actuelles et je suis contre le fonctionnement actuel. C'est-à-dire que si des artistes ont la volonté de participer à l'expérience, qu'ils le fassent, mais c'est-à-dire que là on a été embrigadé d'office sans avoir la possibilité de choisir, c'est-à-dire qu'il y a un principe de opt-in, opt-out. Soit on choisit d'adhérer, soit on choisit de ne pas adhérer. Là par principe ils ont dit tous les artistes ont choisi d'adhérer. On n'était pas au courant. Et moi j'ai été une des premières personnes qui a été, j'ai été parmi les premiers artistes qui a été contacté par Midjourney pour participer à l'expérience il y a déjà des années, ce qui était très intéressant par ailleurs. Mais c'est très curieux de se rendre compte qu'on n'a pas eu la possibilité de ce choix et qu'aujourd'hui, même si on essaye de retirer son travail, c'est honnêtement une démarche très compliquée et très laborieuse. Vous vouliez réagir, Yann ? Non, oui, moi c'est anecdotique. Je veux bien juste réagir en tant qu'artiste, évidemment, qui utilise cette technologie. En fait, bon, effectivement, il a raison et je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas... Enfin, ça c'est absolument insupportable de se faire piller, récupérer son travail. Les choses sont en train de se mettre en place, je pense. Enfin, de toute façon, il va bien falloir légiférer là-dessus. Et ça, je suis à 150% plus pour, évidemment. Moi, j'utilise ces outils. Pour moi, ce ne sont que des outils, hein, comme des pinceaux ou comme autre chose. Ce ne sont que des outils, mais j'essaye de me les approprier. Enfin, moi, je vais parler de mon expérience, parce que c'est tout ce que je peux exprimer vraiment. Donc, je vais créer, par exemple, une image sur Midjourney, par exemple, mais je vais essayer de me la... En fait, j'ai une idée derrière tout ça. Alors, évidemment, tout m'intéresse, donc je suis très nourrie par l'information, par les problèmes de notre époque, et puis ma dualité aussi d'ailleurs, hein, puisque je suis quand même une celte d'origine, une bretonne, avec une grand-mère qui parlait que le breton. C'est pour ça que je m'appelle Calonglas d'ailleurs, qui veut dire cœur vert en breton. Ok, j'y tiens absolument. Et donc j'ai une vraie dualité entre ma personnalité de mon siècle, hein, je vis dans mon siècle, même si je suis une jeune artiste qui a déjà quand même un certain âge. Ce qui m'intéresse, d'abord, c'est de jouer avec les mots, parce que les mots, c'est un peu copié. Alors, je ne vais pas me perdre dans ce que je suis en train de dire, mais je joue beaucoup avec les mots, ça m'intéresse beaucoup de jouer avec le langage. J'ai fait des tests, par exemple, en français, en anglais. Bon, c'est pas très intéressant, mais évidemment, Rose vous donnera en français des roses, hein, une fille avec des roses, alors qu'elle deviendra rose si vous la mettez en anglais. Bon, voilà, ça c'est. Mais après, vous pouvez pousser un petit peu plus loin.
Le langage qui correspond à notre cerveau, à notre façon de nous exprimer, c'est comme ça que nous sommes éduqués. Quand on vous montre une image de chat, vous pensez chat. Et l'intelligence artificielle, c'est pas parce qu'on l'a appelé intelligence artificielle qu'il est intelligent. Bonjour, je m'appelle intelligent, je suis intelligent. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que la formation, et ça, effectivement, je ne pourrais pas non plus vous expliquer, parce que je ne suis pas assez calée en la matière, mais je sais très bien que ça a été étudié par rapport au fonctionnement de notre cerveau au début. Matheson, c'est pas ça que tu m'avais dit, ou je sais pas quoi. Matheson, les recherches de Matheson sur le fonctionnement du cerveau. Bref, c'est pas très grave. Je ne serai pas assez précise, c'est pas très grave. Ce qui me dérange beaucoup, donc en fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est la perfection. En fait, tu as un prompt, tu as une idée, tu veux créer une image. Moi, l'information me nourrit beaucoup. Tu veux créer une image, mais ton image, elle est toujours parfaite. Et rien n'existe de parfait dans le monde. Et parfait, c'est ennuyeux le parfait. Donc, moi, je ne peux pas travailler sur quelque chose qui est parfait. Donc, je récupère cette image, et là, je la passe dans des moulinettes où je fais du Photoshop, je récupère un élément et je me la réapproprie pour en faire mes propres œuvres. Parce que la difficulté de se confronter aux intelligences artificielles, c'est qu'elles ne veulent pas se laisser faire. C'est que tu auras beau trouver le prompt parfait, elle va te sortir un truc mais qui est inintéressant et ça ne veut pas du tout dire ce que tu as envie de dire. Ou tu vas dire ouais, bon, ok. Ça ne m'intéresse pas de faire de la photo de pub ou faire des images de pub, c'est pas très intéressant. Il faut que ça exprime quelque chose que je ressens. Voilà. C'est intéressant, vous avez parlé du langage. On reproche souvent aux artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer cette absence du faire. Il y a donc pour vous peut-être un nouvel apprentissage, un nouvel enrichissement en tout cas du langage écrit. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Yann, vous avez dit que aux intelligences artificielles, vous leur apprenez les maniérismes linguistiques spécifiques, avec quelle syntaxe et tournure de phrase on doit leur parler pour que les réseaux de neurones formels comprennent ce que l'on veut leur faire faire. Est-ce que pour vous, il y a réellement un nouvel apprentissage derrière l'utilisation des IA, et ça serait aussi intéressant d'avoir votre avis sur cette question-là, Psyché et Johan? Oui, alors clairement, il faut que je resitue la chose, c'est-à-dire que les industriels qui ont développé ces outils-là, c'est pas nous, les artistes, la cible. Hein, c'est-à-dire que c'est la cible, c'est le grand public. C'est la continuité de ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire l'humanité a besoin d'histoire, a besoin qu'on lui raconte des histoires, et jusqu'à maintenant, nous étions les intermédiaires. Nous, les artistes, c'est nous qui fournissions, les auteurs, etc., ce besoin de l'humanité, de métavers. Et ce qui se passe, c'est que c'est un phénomène qui est apparu avec l'Internet, qui m'a sauvé d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que moi, j'étais dans la hiérarchie des arts plastiques. Et au siècle dernier, c'est au millénaire dernier, pour exister dans les arts, il fallait faire partie d'un sérail très fermé, hein, de garistes, d'expositions, etc. Et à un moment, je me suis retrouvé exclu du réseau, ce qui est très dépressif, et arrive l'Internet. Et là, je mets mes images sur Internet, et je suis sauvé, littéralement, puisque tout d'un coup, je rencontre mon public. C'est-à-dire que le public que je ne pouvais pas rencontrer faute d'exposition de gens pour m'exposer dans cette petite structure pyramidale du XXe siècle, ben, je les contacte directement via l'Internet. Donc ce qui s'est produit avec l'arrivée de l'Internet et des outils comme Photoshop, c'est une disruption radicale qui s'est produite à ce moment-là, c'est que c'est Nissa Sosmianov, le directeur du CUB, qui appelle ça l'empowerment créatif. C'est-à-dire des milliards de jeunes sur la planète se sont emparés d'outils qu'ils ont piratés, parce que moi j'ai commencé aussi à hacker le système pour pouvoir faire des œuvres numériques, et la plupart des jeunes maintenant piratent Photoshop, Illustrator, tous ces outils-là, fabriquent des films, fabriquent des images, et les remettent et les distribuent sur Internet. Et ça, ce phénomène est massif. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande. On a changé de paradigme par rapport à l'art.
l'art, c'est le plus haut niveau de traitement depuis la cybernétique. C'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a eu une arnaque. Nous, artistes, au XVIIIe et XIXe siècle, on a arnaqué un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'est approprié le mot art. Donc si vous lisez Art Press, vous lisez toute la littérature sur l'art, les artistes disent on fait de l'art. Jamais, ils le précisent, on fait de l'art plastique. Hein, c'est-à-dire que tout le secteur des arts plastiques s'est approprié le mot art. Le mot art est un mot beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que en fait ça traite du plus haut niveau, c'est au-dessus de la maîtrise. C'est-à-dire on dit un tel a la maîtrise du violon, et au-dessus de la maîtrise du violon, il y a l'art du violon. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a atteint un sommet de virtuosité, d'expertise, etc., on dit qu'il fait de l'art. Donc il y a des milliards d'arts. Il y a l'art des mathématiques, l'art de la danse, l'art de la guerre, etc. Et donc l'art est une nécessité humaine. Sauf que l'accès, les technologies, la maîtrise de l'art demande une certaine virtuosité. Ce qui s'est passé avec les nouvelles technologies, c'est que ces nouvelles technologies ont déjà permis à énormément de gens qui n'avaient pas accès, qui n'avaient pas la virtuosité pour manier un pinceau, un instrument de musique, etc., leur ont donné la possibilité de faire des œuvres d'art avec des outils électroniques, des amplificateurs. La musique électronique est un très très bon exemple, qui a discuté pas mal de monde. Et là, ce qui est en train de se produire avec les intelligences artificielles, c'est elles ont offert, ces technologies-là permettent à tout un chacun de faire de l'art. Et ils vont faire de l'art. Le grand public, et c'est ça la cible, c'est-à-dire que des milliards de gens sont prêts à payer 30 € pour générer leur propre film, leur propre histoire, etc. Et on voit sur Midjourney, sur Discord, etc., ce qui est produit. C'est les super bombasses avec des gros seins hyper sexy, il y en a des milliards qui défilent. C'est les énièmes versions de la Guerre des Étoiles ou du Seigneur des Anneaux. On a les gens, mais c'est normal, moi je ne le reproche pas, les gens ont accès à un outil qui leur permet de zapper les artistes et toute la chaîne de production pour soi-même se refaire, se réapproprier la création artistique. Et ça, c'est la vraie cible économique de toutes ces sociétés. Et par contre, c'est des outils qui sont très très fascinants, très puissants. Alors, je vous explique pourquoi, et je vais essayer d'aller vite. Quand vous commencez à manipuler, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, comme tu l'as expliqué, c'est du big data, c'est du deep learning, et elles sont en train de creuser, d'échantillonner, voilà, c'est le bon terme, elles sont en train d'échantillonner l'art, toute l'histoire de l'art de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle va échantillonner, les réseaux de neurones vont analyser, stocker, informatiser toute l'histoire de l'art de l'humanité. Et les œuvres qu'elles analysent, vous allez aller de l'image pornographique de base à une œuvre de grand artiste, pré-raphaélite par exemple. Or, ces œuvres de grands artistes contiennent cette dimension dont je vous ai parlé avant, magique, cette espèce d'espace mystérieux d'illumination qu'ont eu les artistes lorsqu'ils ont travaillé. Et la chose que j'ai découverte avec les IA, c'est qu'elle le restitue. C'est pour celui qui a l'œil, celui qui sait voir, dans les prompts, c'est-à-dire lorsque l'IA vous sort des images, tout d'un coup, alors c'est là qu'est le gap. C'est-à-dire que vous avez celui qui va dire « Ah, c'est Dark Vador version X, je suis content ». Et puis vous avez des gens qui ont une culture artistique qui vont dire « Et il se passe un truc là ». Là, il y a une part du mystère. On le sent, on a le feeling. C'est-à-dire à force de travailler, c'est des années qu'on travaille à la peinture, etc. On a un feeling et on discerne, on discerne les éléments cachés, secrets, que les IA sont en train de nous prendre dans le deep learning. Et du coup, quand vous générez le prompt, en fait, il vaut mieux pas essayer de se barrer pour l'instant dans le trip, je vais faire ça. Ça ne marche pas avec les IA. Donc vous lancez des prompts, d'accord, vous lancez des prompts, et tout d'un coup, alors vous cherchez là, l'IA vous propose un truc de fou. Et c'est là qu'il faut avoir, et c'est pour ça que je dis qu'il faut se laisser guider par l'IA, on ne peut pas la dompter. Tout d'un coup, c'est là qu'il faut avoir la présence d'esprit de se dire « mais là, il se passe un truc, là. Elle est en train de me proposer un truc intéressant ». Et là, vous la faites retravailler. Et petit à petit, vous allez échantillonner, elle va vous proposer quelque chose de nouveau. Et ça va nous servir, alors voilà, je termine donc là-dessus, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur d'IA, donc Nina peut en parler parce qu'elle passe ses journées, ses nuits entières à explorer sur son lit tout ce que les IA, elle a des milliers d'images proposées par les IA, pour aller en extirper celles qui nous interpellent.
Dernier point, je le dis juste parce que c'est important. Par contre, et il ne faut pas perdre de vue que là, on est en train de se continuer de front les majeures compagnies, le capitalisme. Hein, c'est-à-dire quand je disais que c'est pas nous la cible, dès que vous faites une image qui est un tout petit peu... On est en train de rentrer dans une société ultra puritaine où même l'érotisme des pré-raphaélites n'est plus autorisé. Hein, c'est-à-dire qu'on a des espèces de gros connards, et je mâche mes mots, de jeunes cadres dynamiques au sommet de toutes ces hiérarchies-là, qui passent leur temps à nous imposer les règles de leur communauté. Hein, vous ne respectez pas les règles de la communauté, c'est pas la communauté, c'est la communauté des jeunes cadres ingénieurs américains qui sont en train de censurer précisément l'âme de l'humanité. Alors on hack, le but des artistes c'est de hacker le système, donc on met en place des stratégies pour aller contourner toutes les lois, tous les trucs qu'ils essaient pour nous empêcher. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu des scènes extraordinaires avec les IA qui spontanément, parce qu'en plus ils ne maîtrisent pas les IA, vous tapez certains prompts et tout d'un coup l'IA vous sort une image ultra obscène. Et en fait, c'est l'IA qui la propose. Hein, c'est à une époque où on tapait quelle est l'image, montre-moi l'image la plus extraordinaire de l'humanité. Et Nilda a beaucoup travaillé là-dessus. L'œuvre d'art la plus extraordinaire de l'humanité. Et Nilda présente ces œuvres-là. Et l'IA s'est mise à nous sortir des images obscènes. Quelle est l'œuvre d'art la plus extraordinaire de l'humanité? C'est l'érotisme obscène. Réponse de l'IA, qui a très vite été censurée par Midjourney dès qu'ils ont su que l'IA se mettait à produire des choses comme ça. Oui, on s'est bien amusé il y a un an, justement en rentrant des prompts de la plus belle œuvre d'art en anglais du monde, ou qui n'ait jamais existé. À ce moment-là, c'était le début de Midjourney, et il nous fabriquait des choses très incroyable. Alors vous en avez quelques exemples là-bas qui s'appellent The Artist. Je pense que tu en as mis The Artist, oui, dessus. Je les cherche. Je suis en train de les chercher, je sais plus où je les ai mis. Avec un artiste qui peint, c'était ça le prompt, hein, quelque chose de... Non, c'était l'œuvre une des œuvres les plus belles, ou je sais pas. Bref, je me souviens plus exactement. Et ça nous sortait des images, mais absolument parfois obscènes. Souvent obscène, hein. Et il y a un artiste qui est Olivier Aubert, justement, qui s'est fait censurer sur Midjourney à cette époque-là, enfin juste alors qu'il les a republiés. Il faut savoir que même encore aujourd'hui, il peut vous générer des images obscènes, sauf que si vous les remettez dans la machine, si vous les remettez dans le circuit, là il dit ah mais non, mais c'est pas possible, là, on n'en veut pas de votre image là. Oui, et c'est vous qui l'avez donné. Il censure ses propres images. Alors c'est assez rigolo quand même, c'est des drôles d'expériences. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est The Artist. Ah oui, allez-y, puis après Psyché réagira. Voilà, ça c'est The Artist, donc il y en a 3 comme ça, que j'ai animé aussi, parce que j'anime et je sonorise. Et donc je crée à chaque fois. Et donc c'était ça qui sortait quand on demandait la plus belle image. Voilà, c'est des images interdites en fait. Ce que vous voyez là, c'est des images qui ont été interdites par Midjourney et censurées. J'aurais voulu rebondir sur quelques éléments qu'ont apporté Linda et Yann. Le premier, c'est que comme Yann le soulignait, effectivement, ces logiciels, ils sont payants. C'est-à-dire que si vous voulez vous en servir, il va falloir payer une certaine somme chaque mois. Or moi, je me sens concernée par ces financements, où est-ce qu'ils vont, à quoi ils participent, parce que les sociétés qu'il y a derrière, c'est pas les plus gentilles des sociétés, on va dire. L'autre élément sur lequel je voulais rebondir, c'est que l'art, il est apparu effectivement, comme disait Yann, aux côtés de l'homme, et il avait un objectif à la base. Il servait à communiquer sur nos peurs, sur nos représentations, sur nos émotions, et c'était un langage d'homme à homme. Donc aujourd'hui, le fait d'insérer l'intelligence artificielle, c'est pas négligeable, il faut quand même le prendre en compte. L'art, ça a évolué ensuite au cours des siècles, mais c'est quand même ce qui est porteur de notre inconscient collectif, de notre mémoire collective inconsciente. Et c'est ce qui va permettre par exemple de glorifier un personnage, c'est ce qui va permettre de mettre en avant des événements, de commémorer des événements, c'est ce qui va permettre de construire des souvenirs en commun ou des souvenirs à plus grande échelle. Et c'est ça qui participe à la construction de l'identité des individus, mais également à la construction des sociétés. Donc maintenant, l'intelligence artificielle, elle est présente. On ne pourra pas l'enlever, mais il faut quand même se rendre compte
que ça va forcément impliquer des changements, et c'est pas rien. Voilà. Il y a une question qui vous tient à cœur aussi, Psyché et Yoann, c'est la question de la création. Est-ce que vous considérez qu'une œuvre d'art générée par IA, c'est une création authentique ? Ok, c'est le moment où je vais expliquer pourquoi, dans l'état actuel des choses, c'est une technologie qui, moi, personnellement, m'intéresse très peu. Elle m'intéressait paradoxalement beaucoup plus quand elle est née. C'est-à-dire que les premières versions de Midjourney généraient des trucs ultra chelous. Hein. Il y avait des bizarreries, mais qui défiaient le bon sens, la conception humaine. Il y avait des bizarreries avec plusieurs membres, des distorsions de la perspective. Et là, vraiment, les premières images que j'ai vues, qui ressemblaient beaucoup à un peintre qui s'appelle Bekzinski, avec des espèces de personnages étranges sortis nulle part, un truc très abstrait. Il y avait souvent une dimension assez sombre, d'ailleurs. Il y avait quelque chose d'assez fascinant dans cette expression, parce qu'on se rendait bien compte que ça ne provenait pas d'un esprit humain, quoi. C'était trop chelou pour être sorti d'un esprit humain, parce que ça défiait, et Mathilde pourrait très bien en parler en tant que psychologue, en fait, ça dépassait tout ce qui sont nos interdits moraux. Mais même quand... des interdits moraux, on en a tous, hein, même quand on appartient aux contre-cultures, même le plus grand psychopathe a des interdits moraux. L'intelligence artificielle, Midjourney au tout départ, n'avait aucun interdit moraux, à part effectivement les consignes qu'on lui donnait, mais c'était tellement des balbutiements et elle n'avait pas encore assez appris pour respecter ces consignes, ce qui fait que systématiquement elle allait vers des trucs chelous. Ça, c'est une étape que j'ai trouvée passionnante, parce que ça confrontait l'humanité à une espèce de bestiole bizarre, concrètement. Le problème, en fait, c'est que cette intelligence artificielle, elle est conçue par principe pour s'entraîner et s'améliorer. Et elle n'est plus du tout à ce stade-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'elle génère, elle génère de la cohérence. C'est-à-dire qu'elle va essayer, par le biais des plongements qu'on abordait tout à l'heure, de générer des images qui ont du sens, qui sont cohérentes, qui sont logiques, qui correspondent à ce que vous attendez. Et ça pose plein de questions. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau langage ? Au tout départ, peut-être, parce qu'il y avait cette bizarrerie. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à me dire que non, c'est pas un nouveau langage, puisque de toute manière, elle s'est entraînée sur ce million d'images, et elle a été entraînée à les débruter, et donc à les régénérer. Mais elle n'est pas en capacité à l'heure actuelle, mais ça évoluera hein, de toute manière, elle n'est pas en capacité à l'heure actuelle de sortir des clous. Le seul moment où elle sortait des clous, c'est quand elle était au balbutiement, quoi. Quelqu'un veut rebondir sur Psyché ? Excusez-moi, vous pouvez répéter exactement votre question ? Ma question, c'était la question de la création. Est-ce qu'une œuvre générée par IA, c'est réellement une création ? À la base, c'était ça la question. Mais... moi, j'aurais bien voulu rebondir parce que il y a des chercheurs en psychologie, la psychologie de la créativité, qui ont étudié le processus créatif. Et ils ont mis en avant que le processus créatif humain, il était très différent en fait, du processus créatif quand on utilisait l'intelligence artificielle. Si j'ai le temps, est-ce que je peux développer ? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous expliquer simplement ce qu'on sait actuellement du processus créatif humain, ce qui sert de base aujourd'hui aux recherches. Donc on aurait dans un premier temps une phase de présentation de la tâche. Si je la traduis dans le milieu artistique, ça serait par exemple, je dois effectuer une photo de tel sujet ou je dois faire une peinture de telle chose. Voilà. Ensuite, il y aurait une étape de recherche, de premières analyses, de chercher des informations, des sources. Cette tâche, elle est tout à fait consciente et c'est la première étape où on verrait quelque chose de spécifique au processus de création humain qui est la pensée divergente, c'est-à-dire la capacité à avoir de nombreuses idées. De cette étape, généralement, c'est là que commencent les premières difficultés. On va se heurter à des choses qu'on n'arrive pas à faire, des recherches qu'on n'arrive pas à aboutir, et cela va engendrer de la frustration. Cette frustration, elle va entraîner la phase qu'on appelle ensuite la phase d'incubation. Et c'est là qu'il y a vraiment toute la différence. La phase d'incubation, c'est la phase qui est vraiment inconsciente. C'est la phase où vous savez, quand vous êtes au repos, vous faites complètement autre chose et vous vous dites « Ah mais c'est ça en fait la solution du problème que je cherchais ». Et c'est justement à ce moment-là que notre cerveau il continue à travailler.
ça se passe dans l'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient, je vais l'appeler un peu notre cave de l'esprit. C'est là qu'est stocké toutes nos connaissances, toute notre éducation, tous nos souvenirs, nos problématiques inconscientes. Et ça, c'est personnel à chacun. Moi, je n'ai pas les mêmes que chacun de vous. Et c'est ce qui fait que, par exemple, chaque travail artistique qu'on fait est unique parce que c'est de ces choses-là que vont émerger l'idée. L'idée qui est la phase suivante, le moment d'illumination, où l'idée jaillit. Ensuite, il y aura la phase de vérification, c'est le moment où on examine l'idée et on fait les finitions. Les grosses différences, c'est qu'au niveau de la phase d'incubation, on ne peut pas transmettre à l'ordinateur, on ne peut pas transmettre au programme d'intelligence artificielle notre cave de l'esprit, là où il y a toutes nos ressources personnelles, toutes nos idées. Elle va nous proposer des choses, quelques images, mais ça ne viendra pas de nous, c'est pas personnel. Et l'autre grosse différence, c'est lors de la phase de vérification. Généralement, Midjourney, par exemple, elle va vous proposer quelques images. Mais parmi les multitudes de ce qu'elle aurait pu vous sortir, c'est elle qui a choisi de vous proposer celle-ci par rapport à ce que vous avez entré. C'est pas votre Tammy qui a dit bah, « moi je voudrais faire ça comme ça » ou « ça comme ci ». C'est complètement différent. Yann, vous voulez réagir? Moi, je veux bien réagir. Ah bah, juste Yann ou Calonne, ou les deux. Juste parce que, justement, cet outil, moi, me plaît. Pourquoi? Parce que des idées, j'en ai des tonnes. Des émotions aussi. Je ressens les émotions d'une manière hyper négative ou hyper positive. Je suis très, très, très émotive. Donc, je suis vraiment habitée par ça. Et ça influence, évidemment, tout ce que je suis. Des idées, j'en ai tout le temps. Des ressentis, j'en ai tout le temps. Je dis ça parce que ça rebondit vraiment sur ce que tu dis. Mais ça m'appartient. Après, ça me ressemble moi. Cet outil, ce que je trouve bien dans cet outil, c'est que... Alors, il faut que je réfléchisse un peu, mais de toute façon, même si c'est une intelligence artificielle, même si c'est un outil qui va créer une image, cette image, je vais la laisser poser, par exemple. Puis d'abord, vous pouvez travailler, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Puis vous pouvez réfléchir sur le prompt, refaire le prompt. Je veux dire, ça se fait pas comme ça. Vous n'allez pas créer une image. Ok, ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez en faire une NFT, il n'y a pas de problème, avec un petit Mickey ou un petit singe, pas de problème. Mais je ne pense pas que nous soyons la cible. Et c'est pas tellement ça qui nous intéresse vraiment, parce que forcément, il y aura des gens qui seront intéressés par ça. Mais moi, personnellement, c'est une machine qui va aussi vite que mon cerveau. Moi, je comprends. Oui, aussi vite que mon cerveau. C'est-à-dire que rapidement, j'ai une idée, j'ai une intuition. Je suis très intuitive aussi, j'ai une intuition. J'ai envie d'exprimer quelque chose, j'ai envie de le faire maintenant. Parce que vous savez très bien aussi que les idées qui vous traversent, si vous ne les saisissez pas, elles s'en vont ailleurs. Et j'en ai plein comme ça. Et je pense que chaque artiste connaît ce problème aussi de ne plus retrouver cette espèce de moment où il y a quelque chose qu'il traversait et qu'il avait envie d'exprimer, mais qui est parti. Et il ne sait plus où il est. Et est-ce que vous y arrivez alors à exprimer l'émotion que vous avez envie d'exprimer sur le moment? Est-ce que à travers l'IA, à travers ces nouveaux outils, vous arrivez à... C'est pour ça que je ne peux pas ne pas récupérer ces images. Moi, je retravaille derrière avec Photoshop. Je mélange les images. J'ai d'autres applis. Et je discrimine qu'est-ce qui m'intéresse dans une image, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas, et pour arriver à ce que j'ai envie d'exprimer. Les couleurs, c'est vachement important aussi, et on peut les utiliser. Le langage est vachement important, le choix de la phrase, et ça c'est un vrai travail. J'y suis pas encore, je suis pas très experte encore, parce que c'est facile de mettre mot à mot et de fabriquer une image, ok, c'est vrai, mais après... sortir ce qu'on a vraiment envie, ça c'est vraiment pas facile, et donc je suis obligée de retravailler derrière pour avoir quelque chose qui exprime vraiment, et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc l'intelligence artificielle c'est un outil, c'est un outil véritablement plus qu'une fin en soi. Tout à fait, pour moi c'est vraiment un outil, mais ça me regarde, moi c'est un outil qui me convient, c'est tout. Ah oui, donc j'ai un micro. Oui, allez-y. Juste un truc, je vais essayer d'être très bref. Alors, c'est un amplificateur de sérendipité. C'est-à-dire que la sérendipité, c'est je ne cherche pas, je trouve. En gros, vous êtes réceptif aux sollicitations du monde,
et tout d'un coup, quelque chose vous interpelle, et vous allez aller dans cette direction-là. Donc il y a quelque part, c'est comme les tests de Rorschach, les intelligences artificielles nous balancent tout un tas de trucs. Moi j'ai des kilomètres d'images dans mes journées, puis de temps en temps, je reviens quelques semaines après, quelques mois après, et tout d'un coup, il y a une piste qui était intéressante à un endroit. L'autre élément, c'est que malheureusement, effectivement, l'un des défauts des mid-journées et autres, c'est qu'ils éliminent cette part mystique, métaphysique, de l'apprentissage, c'est-à-dire de ce dialogue avec le réel que connaissent les peintres, etc. Mais moi, j'aurais tendance à dire, nous les artistes, en fait, on n'est pas vraiment mis en danger par ces trucs-là. C'est-à-dire que on va s'en servir ou on ne va pas s'en servir. Nous sommes habités par quelque chose d'une telle dimension, surtout quand on a une longue pratique, quand on a beaucoup travaillé, on touche à des mystères qui ne sont pas rationnels, qui sont de nature métaphysique, et ça échappe pour l'instant. Je vais vous donner deux références. C'est Philippe Cadic, dans le film le roman qu'a donné les Blade Runner, mais qui n'a pas été retenu dans le film, c'est le Spencerisme. C'est Spencer, non, c'est pas Spencer, c'est un autre nom. Dans le roman, en fait, le problème, c'est que Philippe Cadic est persuadé que jamais les machines n'arriveront à atteindre notre intelligence, nos capacités. Et il pense, Cadic était convaincu que ce qui va toujours manquer, alors il appelle ça l'empathie, mais dans le roman, en fait, c'est l'altruisme. C'est-à-dire les réplicants n'ont pas d'altruisme. Et il y a aussi un mystère dans le roman très intéressant, c'est qu'il y a une espèce de secte mystique qui passe son temps à monter une montagne, et on a plein de disciples humains qui accompagnent Mercer, je crois qu'il s'appelle Mercer, voilà, c'est ça, qui accompagnent Mercer. Et les IA, les robots, les réplicants, passent leur temps à interroger les humains en disant « mais pourquoi vous suivez ce mec-là » Parce qu'elles échappent à la perception métaphysique étrange, à cette étrangeté à laquelle nous avons accès. Et je dis ça, je suis un mec très rationnel, hein, je dis ça pas du tout pour entrer dans une démarche mystique religieuse. On a un autre exemple dans Alien 3, ou Alien 4, je ne sais plus, avec le film avec Pinon. Et c'est très intéressant parce qu'on a un Ripley qui rentre dans le vaisseau spatial, qui est dans le vaisseau spatial avec sa compagne, là, son alter ego, parce que c'est un film un peu lesbien. On a Ripley, Sigourney Weaver, c'est le 4. Hein. C'est pas sa compagne, c'est son clone. Oui, non, mais je saute des étapes, c'est-à-dire que le film est une métaphore de relations lesbiennes. C'est pour ça que c'est une compagne. Non, mais j'ai sauté. C'est la double narration de Alien 4, c'est l'apologie de l'homosexualité féminine. Et les deux femmes passent leur temps à castrer les mecs pendant tout le film. Et ça, j'ai sauté plusieurs étapes. Si vous voulez, les films américains ont 3 ou 4 niveaux de narration, dont le plus souvent un niveau de narration subliminale sexuelle. Mais surtout, il y a une scène géniale. On pourra revenir après sur l'analyse subliminale des manipulations que font les Américains sur leurs films. Mais il y a une scène géniale où on a Ripley avec Winona Ryder, voilà, et qui est un robot. Et il y a une croix religieuse. Et Winona Ryder, qui est un robot, fait le signe de croix en passant devant la croix. Et à ce moment-là, Sigourney Weaver se retourne et dit « Mais tu es croyante ?» Et Winona Ryder ne répond pas. Alors ça, cette réplique, je l'ai trouvée très très intéressante. C'est-à-dire le jour où on va devoir commencer à s'inquiéter sur les IA, c'est lorsqu'elles vont avoir des expériences mystiques à elles, de leur côté. Et ça, on en est à, pour l'instant, 10 années-lumière. Mais sur les IA et sur le travail graphique, donc, ce qui disparaît, c'est cette espèce de parcours initiatique de l'artiste, qui prend des années, avec notre instrument de musique, avec notre corps pour la danse, avec le dessin. On a immédiatement un résultat. Mais par contre, on a l'extase, et c'est ça qu'ils fournissent et que les gens payent, l'extase de l'œuvre finie. Parce que quand on fait des œuvres, il y a un moment, on s'arrête. On sait en artiste qu'une œuvre n'est jamais finie. Mais il y a forcément un moment où on s'arrête. Et il y a ce moment très étrange, où pour certaines œuvres, pas toutes, un espèce d'instant de grâce, on la regarde, et on se dit, mais il se passe quelque chose qui n'est pas de moi là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon dessin, dans ma peinture, enfin moi ça m'arrive souvent, c'est pas moi qui ai mis ça, qu'est-ce que c'est? Et souvent, des spectateurs autres, par exemple en littérature ça marche, j'ai écrit un roman de science-fiction, et des lecteurs sont venus me voir en me disant, par exemple, je vous donne l'exemple, il me dit, ah j'étais mort de rire en lisant telle scène.
Alors c'est une scène glauquissime, c'est la scène la plus glauque du roman. Je croyais qu'il plaisantait. Et effectivement, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé de drôle? Et il me le dit, je relis la scène, et là je suis mort de rire. Je découvre qu'on peut, en changeant notre axe de vision, découvrir, enfin je redécouvre mon propre roman où j'ai mis quelque chose que mon conscient n'y a pas mis. Et ça, ce moment-là, on l'a avec les œuvres d'art. C'est-à-dire, on peut, lorsqu'on fait une œuvre, à la fin, on la regarde et elle nous apprend quelque chose sur elle-même et sur nous-mêmes. Et en fait, ça marche avec les IA. Et donc, c'est ce que reproche un grand scénariste aux IA, c'est qu'elle fournit aux gens l'extase de l'œuvre finie à bon compte. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous avez sorti un truc et vous vous extasiez sur la beauté de ce que vous venez de faire. Johan, vous voulez réagir? Pour ma part, je trouve que ça ne marche pas avec les IA. Et c'est un sentiment que j'ai jamais ressenti justement avec les IA parce que elle est dans l'incapacité de générer ce que j'ai à l'esprit. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, dans la mesure où on part d'un prompt qu'elle convertit en plongement et ensuite en image, ce plongement n'est que un inconscient collectif statistique, mais pas le mien. Jamais j'arrive à générer le résultat qui est le fruit de mon esprit. Jamais. Je me suis amusé à jouer avec. Jamais j'y arrive. Le seul moment où j'y arrive, et c'est mon travail d'artiste qui me passionne, c'est quand je me mets au travail et que j'ai toutes ces étapes de maturation, ces étapes où je dois dealer avec ma frustration, où je dois me confronter au réel, où je dois me confronter à mes échecs, à la difficulté, et le moment où petit à petit, voilà, on emmène l'œuvre d'art petit à petit et on la rapproche de nous-mêmes. Et c'est ce qui, moi, personnellement, me passionne dans l'art. C'est que je pense que l'art, grosso modo, c'est ce qui rend la vie supportable, mais pour tout le monde. Et l'art, moi, a amélioré ma vie parce qu'il m'a permis en permanence d'être dans une démarche d'apprentissage, qui m'a appris dans une démarche d'apprentissage de gestion de mes émotions, à être dans une démarche d'apprentissage de gestion de ma frustration. Et l'art, c'est mon objectif final, c'est pas de produire un résultat. J'ai pas pour objectif définitif d'atteindre un résultat. Ce qui m'intéresse, c'est justement de traverser toutes ces étapes, d'apprendre à dealer avec toutes ces émotions, d'apprendre à dealer avec la frustration. Et ce qui est formidable, par contre, effectivement, et je rejoins Yann, c'est qu'à un moment donné, en plus, c'est la cerise sur le gâteau, j'arrive à un résultat et que j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est sorti de moi-même, qui en plus, c'est pas dégueulasse, je le trouve beau, parce que j'ai la chance, de temps en temps, et même plutôt souvent, de trouver mon argot, je dois le dire, parce que je suis mon premier spectateur aussi, mais parce que c'est aussi mon objectif. Moi, mon objectif à travers l'art, c'est en tant qu'humain de m'améliorer. J'ai ce désir profond de m'améliorer, de comprendre, d'être dans une démarche permanente d'évolution. Et c'est pour ça que moi, l'IA ne m'intéresse pas, parce qu'elle ne me permet pas cette démarche. Elle m'offre des résultats tout faits, mais qui ne me transmettent pas cette émotion-là. Et c'est ce qui, en ça, je trouve que c'est une perte. C'est-à-dire que l'IA, en soi telle qu'elle, n'offre pas la possibilité aux artistes de parcourir le chemin qui est celui qui m'intéresse. Vous voulez réagir? Oui. Attendez, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Il n'y a pas de souci. On peut peut-être enchaîner sur autre chose et ça vous reviendra. Mais je vous laisse quelques secondes. Moi, j'ai beaucoup aimé que tu dises que l'art, c'est ce qui permet de supporter le monde. Oui. Et donc, ça doit être vrai pour tout le monde, pour tous les humains. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est ce qui rend le monde supportable. Donc, pour chacun d'entre nous, on peut pouvoir faire de l'art. Voilà. Mais c'est une belle parole. C'est super. Allez, si j'ai retrouvé, excusez-moi. Je voulais dire que j'étais moins optimiste que Yann, effectivement, qui dit que les artistes ne sont pas menacés par les intelligences artificielles. Le milieu du travail, aujourd'hui, nous prouve le contraire, parce que les contrats pour les illustrateurs ont grandement changé. Regardez les grèves qu'il y a actuellement chez les scénaristes et les acteurs, donc ça tend à montrer qu'effectivement, ça ne va pas dans le bon sens. Je voudrais ajouter à cela qu'à mon avis, le grand perdant dans cette histoire, c'est quand même la créativité humaine. Parce qu'à force de déléguer, enfin si on va dans cette voie de déléguer notre créativité à la machine, soi-disant parce qu'elle apporterait des idées, c'est sûr, elles nous déconcertent parce qu'elles ne sont pas humaines, elles ne sont pas soumises aux mêmes interdits que nous,
C'est comme un muscle, on ne va pas l'entraîner. Et il y a des chercheurs qui ont prouvé, donc en psychologie de la créativité, que quand on est face à des images qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi, on constatait une plus grande passivité et beaucoup plus de difficultés à accéder à ce que j'appelais notre cave de l'esprit, à notre inconscient, là où on va avoir nos idées qui vont se combiner. Et on est aussi moins actif intellectuellement parlant. C'est pas positif, tout ça c'est des éléments de notre créativité qu'on risque de perdre. Oui, pardon. Je peux Oui, réagir? Oui, absolument. Quand je disais qu'on n'a rien à craindre en tant qu'artiste, en fait, c'est que 99% d'entre nous, on a déjà appris depuis des années à survivre coûte que coûte. C'est-à-dire que on a déjà des revenus extrêmement bas en tant qu'artiste. Nous passons notre temps à hacker le système. Et effectivement, cerise sur le gâteau, de temps en temps, on arrive à vendre des œuvres. De temps en temps, on a des commandes. Et effectivement, là, par contre, tu as raison. C'est pas tellement les artistes je dirais, qui sont vraiment mis en danger. C'est des secteurs d'activité commerciale. C'est-à-dire que c'est la même chose que les pompiers. C'est pas les peintres pompiers qui ont été mis en danger, c'est leur revenu en tant que peintre figuratiste réaliste qui a été complètement disrupté par l'apparition de la photographie. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire des pompiers, de la disruption qu'a fait la photographie. Ce qui est en train de se produire là actuellement, et effectivement ceux qui ont le plus à craindre, c'est pour ça que je dis ça, je dirais que c'est pas nous les artistes qui de toute façon, soit on va se suicider comme beaucoup d'entre nous, soit on va se démerder pour survivre d'une façon ou d'une autre. Ce sont surtout ceux qui travaillent dans des corps de métiers industriels, du jeu vidéo, du cinéma. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire lorsqu'on passe dans l'autre partie où nous finançons notre art personnel par des activités commerciales pour de la communication industrielle et des choses comme ça. Et à cet endroit-là, il y a une mise en danger radicale qui est en train de se produire actuellement. Donc pour tout vous dire, moi j'ai toute ma vie d'artiste, je l'ai financée par de la communication industrielle. J'ai bossé pour le grand méchant pendant des années, qui est la grande distribution, la télévision, etc., où j'ai fait des émissions de télévision, de la communication d'entreprise et des choses comme ça qui m'ont ramené les revenus, qui m'ont permis de faire mes œuvres d'art numérique, parce que ça valait une fortune. Et j'ai hacké le système à chaque fois. C'est-à-dire que la nuit, je dupliquais les clés des studios, où je mettais au point des stratégies, parce que pour faire de l'art numérique dans les années 80, ça valait 30 000 francs la journée, un studio. Donc je ne pouvais pas me le payer. Donc on se démerdait avec les potes pour aller hacker les studios de télévision la nuit, pour faire des œuvres d'art. Et énormément d'artistes, on est habité, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on prend des risques incroyables de vie, des risques de vie. On peut se mettre dans une précarité absolue. Pourquoi faire? Pour faire des œuvres d'art. C'est complètement surréaliste comme démarche. Et cerise sur gâteau, parmi nous tous, de temps en temps, c'est génial, on a un studio qui nous engage, une boîte qui nous commande des trucs. Et effectivement, les IA sont en train de dégommer ce marché-là. Et ça va nous obliger. C'est-à-dire qu'on va commencer à devoir, comme j'ai appris à utiliser Photoshop, comme j'ai appris à utiliser le numérique, etc., on va devoir apprendre à se servir de ces outils-là pour fournir aux commanditaires, donc c'est ce qui est en train de se produire d'ailleurs actuellement, ce qu'ils ont envie d'avoir. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là que je l'entendais. Bien sûr, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que si on va au fond de ce fonctionnement, c'est qu'on était arrivé à une époque où il y avait une démocratisation de l'art, et que maintenant, du coup, puisque les artistes ne pourront plus gagner, ne pourront plus être concurrents financièrement autonomes, ou en tout cas ne plus gagner leur vie avec l'art sans l'IA, ça veut dire que l'art, ceux qui auront le luxe de pouvoir apprendre à dessiner et avoir une pratique artistique sans l'IA, ce sera des classes privilégiées et on reviendra à l'époque victorienne, dont j'aime beaucoup le style, mais pas pour certaines choses. Alors, tout à fait, là-dessus, excuse-moi, je rebondis encore, c'est la notion de domesticité cybernétique. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de ces outils amplifient quoi? Et en fait, les IA, c'est des domestiques. Elles sont déjà présentes dans nos smartphones, on les appelle des assistants personnels. Et en fait, on est en train de reproduire le XVIIIe siècle, tu as complètement raison. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, nous, communs des mortels, dans la posture des aristocrates du XVIIIe siècle, qui, dans l'idéal, ne travaillent pas,
et ont à leur service toute une domesticité. C'est très bien raconté dans la série, comment s'appelle cette série, Downton Abbey. Hein, le moment où l'aristocratie anglaise s'effondre avec l'arrivée des nouvelles technologies, la voiture, le téléphone, etc. Et on est en train de vivre la chose dans une façon inverse. Alors je vous le décris. L'automobile n'était réservée qu'aux riches. Donc ils se tuaient avec l'automobile, hein. Il y avait très peu d'automobiles, ça valait une fortune, c'était l'aristocratie qui en avait. L'automobile est devenue un danger planétaire lorsqu'elle s'est démocratisée, justement. C'est-à-dire lorsque tout le monde a eu accès à l'automobile. Et on est en train de faire exactement la même chose en ce moment avec les robots, hein, les machines. On y est, on est en plein dans les dystopies de la science-fiction. C'est les IA, on va les implanter dans, ça y est, c'est sur la route, hein, pour des humanoïdes ou caninoïdes qui vont avoir de l'intelligence artificielle à l'intérieur, et on va commencer à dialoguer et avoir parmi nous une domesticité robotique. Avec le défaut, alors c'est comme ça qu'on va gagner notre vie en tant qu'artiste. Alors ce ne sera pas vraiment de l'art, hein, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps à réparer les bugs de ces putains de machines. C'est-à-dire moi déjà, là, en tant qu'artiste numérique, une très grande partie de mon temps consiste à essayer de comprendre pourquoi tel logiciel, telle configuration ne fonctionne pas. Et avec les IA, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de faire des choses, et en fait, on passe des heures à essayer de les orienter dans une direction ou d'autre. Les machines ne font jamais ce qu'elles font. Et on va se retrouver comme l'aristocratie du XVIIIe siècle, submergée par notre propre domesticité. Tu vois l'idée. Et donc, voilà, et on va perdre ces moments. Alors, dernier point que je voulais dire, le talent, si tu veux, quand je dis les artistes, c'est que quand même, quand tu as des talents artistiques forts, que ce soit en musique, en danse, en peinture, ça nous nourrit par-dessus tout. C'est ça. Encore faut-il l'avoir développé. Et là, on arrive justement à un changement de paradigme fort qui fait que les nouveaux artistes vont être confrontés au fait qu'ils seront dans l'obligation d'utiliser ces outils pour pouvoir survivre et que, de fait, leur créativité est en péril. Nous, on n'est pas concernés. On a appris à développer notre créativité, on a appris à vivre dans la précarité, on s'est adapté, on est éduqué et on a appris à domestiquer les outils en permanence. Je me fais beaucoup plus de soucis pour les nouveaux artistes. Écoute, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi je me confronte à ce réel-là depuis des années, hein, c'est-à-dire je donne des cours dans 4 grandes écoles d'art, tu vois, depuis des années. Et j'ai donc chaque année des profusions de jeunes étudiants, de jeunes qui débarquent, et j'ai vu les choses évoluer. C'est-à-dire qu'ils ont commencé tous très vite à débarquer avec des ordinateurs, avec Photoshop, avec Illustrator, et là récemment, ils arrivent avec des tablettes graphiques, et effectivement, avant même que je commence à avoir des cours sur les IA, on avait un tiers qui était déjà en train de jongler, tu vois, avec... Ça passera à 100% très vite. Mais ils ont quand même... Alors, moi, je me base sur mon expérience pratique, tu vois, des écoles d'art. La majorité de ceux qui sont là ont quand même un vrai talent. C'est-à-dire, quand tu les vois bosser, tu leur donnes des exercices, etc. Ils s'emparent de l'outil, et à chaque fois, je suis bluffé, comme avant, comme chaque année. C'est-à-dire, je vois des jeunes qui ont des talents, qui ont du talent, qui dessinent, mais pas seulement. C'est-à-dire qui arrivent à te sortir des trucs assez étonnants, et ça, dans des opposés, c'est ça qui est intéressant quand ils donnent des cours. Alors c'est des écoles supérieures, hein, quand même, il y a une discrimination assez radicale, mais ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que tu n'as pas tout le monde qui se met à faire du Drouillet ou du Möbius, quoi. Il y a plein de champs artistiques qui émergent, et puis ils n'ont pas l'air... Enfin, tu vois, moi je me base sur le concret, quoi. Ils ont l'air de bien s'en sortir, ils sont même assez doués globalement. Mais c'est encore très récent. Moi j'attends dans 10, 20, 30 ans, et bon, le temps le dira, hein, honnêtement. Oui, moi je m'attends quand même à une baisse de la production et de la créativité. On disait ça quand les Photoshop a débarqué. Hein. Tu vois, moi je me rappelle c'est quand même pas tout à fait la chose. Quand la vidéo a débarqué, par exemple, la première rupture que j'ai vécue c'était en 1984. Tu as les vidéos semi-professionnelles qui émergent et tous les professionnels du cinéma hurlaient contre cet outil pourri qui faisait une image médiocre, etc. Tu vois. Mais ce qui n'était absolument pas comparable, puisqu'on était vraiment sur des médias assez proches dans le Après, tu as eu les palettes graphiques. Moi, j'ai connu des artistes qui étaient furieux contre les palettes graphiques. C'est-à-dire quand les premiers qui faisaient de la palette graphique, c'était Picasso avec Bazooka. Il s'était fait prêter une palette graphique offerte, d'ailleurs une palette graphique par la femme de Costa Gavras, c'était une cantelle qui valait 1 million d'euros, tu vois.
et il faisait des œuvres avec l'appareil graphique. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des débats sur le fait d'utiliser un outil électronique, de travailler sur un écran et de générer des pixels pour faire une image que ça dénaturait. Moi-même, d'ailleurs, hein, quand j'allais donner des cours aux Beaux-Arts, tu vois, mes premières œuvres, c'est l'œuvre qui est là, Média Zéro, je me suis retrouvé invité à 24 ans à aller présenter mes œuvres d'art numérique dans les écoles de Beaux-Arts en France. Les étudiants adoraient, mais alors les profs, ça tirait à vue, quoi, tu vois, parce que je faisais de la vidéo, je faisais de l'électronique, etc. Et c'était, effectivement, je les comprends, c'est-à-dire que ça mettait réellement il y avait des dessinateurs de dessins animés qui hurlaient, je me rappelle, une immense conférence, parce qu'ils disaient, et ils avaient raison, ça va nous faire perdre notre boulot, le dessin animé, tu vois, et ils avaient raison. La façon de dessiner, faire du dessin animé traditionnel a explosé au moment où sont arrivés ces outils-là. Après, je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a outils et outils. On peut aller vers des raisonnements qui sont fallacieux parce qu'entre un crayon papier, un ordinateur ou une tablette graphique, on ne peut pas les mettre dans la même catégorie. Et l'intelligence artificielle, ouais. On m'a souvent dit, moi, l'intelligence artificielle, ça va faire comme la photographie avec l'arrivée de l'appareil photo, ça va faire le même bout. Je reviens toujours sur mon idée, mais que vous preniez la palette graphique ou un ordinateur ou l'appareil photo, je suis en connexion avec ma cave intérieure, je communique, je suis active, je fais quelque chose. Quand j'utilise l'intelligence artificielle, je ne suis pas au contact de ma cave intérieure. Ma cave de pensée, mon inconscient, ce qui me permet d'avoir une association d'idées, d'être créatif. Alors je suis désolée, je vais devoir reprendre un peu la main parce qu'il nous reste déjà que 10 minutes et il y a peut-être... On a bien discuté. Oui, vous avez déjà bien discuté, mais c'est vrai que c'est un sujet passionnant et très vaste. Je vais voir s'il y a peut-être des questions. On ne va pas pouvoir dépasser beaucoup sur cette conférence, mais sachez, en tout cas je ne l'ai pas précisé au début qu'après la table ronde, il y aura une masterclass de Calonne et Yann sur l'utilisation des IA Oui, dans on l'art. fait une démo de création simple avec Midjourney. Donc, si on arrive à faire la connexion 4G. Voilà. En tout cas, vous pourrez peut-être aussi poser des questions à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, allez-y. Moi j'en ai une, c'était au tout début, Johan avait échangé sur la coordonnée exacte pour arriver à une image. Le plongement, Je prends l'exemple de vos œuvres. C'est pour revenir un peu sur le droit d'auteur et tout ça. Si vous décidez d'enlever les bases de données de Midjourney, d'Aline, etc., toutes vos œuvres, aujourd'hui il y a potentiellement eu des copies numériques qui existent et qui circulent. Et qui ont simulé les mêmes plongements. C'est ça. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Ce qui veut dire que c'est totalement vain de retirer mes images. Qu'on soit très clair. c'était là-dessus. Ouais. Je reviens du discours par des générations futures, presque plus que pour vous, en fait. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ça veut dire que même si on fait un travail de copywriting, de faire autour des œuvres, il y a déjà une partie des œuvres déjà beaucoup d'artistes. La boîte de Pandore, elle est ouverte. Hein. On ne peut pas la refermer. C'est là-dessus. Alors, C'est très clair. ce qui me pose question, c'est je pourrais être pour une légifération, c'est pas un mot, Législation. Comment dire, autour des droits d'auteur, etc. Mais comment factuellement ça peut être mis en place? Bon, à mon avis, les seuls qui s'attellent au sujet, parce que je suis en contact avec eux, moi mon travail, il a été connu majoritairement aux États-Unis. La plupart de mes confrères sont des Américains. Vous le savez, ils sont bien plus vénères sur le terrain du droit. C'était les premiers à s'emparer de la question et c'est les premiers qui sont au front. C'est en cours de jugement en ce moment. Très honnêtement, je ne pense pas que ce sera encadrable. C'est trop compliqué. Sur le plan du copyright, du droit d'auteur, c'est trop compliqué. Et après, il y a quand même autre chose. C'est que le monde étant ce qu'il est, et on parle en particulier là, des États-Unis ultra-capitalistes, néolibéral, le lobbying des artistes est bien moins puissant que le lobbying des majors. Et à l'heure actuelle, les grandes majors qui s'emparent des intelligences artificielles, on pense à Disney, qui se fait jeter dedans
donc avec Marvel, Star Wars, etc., qui ont des financements mais hallucinants, font un lobbying depuis des années. On ne peut pas gagner, c'est pas possible. Donc la question en réalité, elle n'est pas là-dessus. La question c'est à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne collectivement par rapport à ça, quelle est la réflexion qu'on mène en tant qu'humanité sur le sujet. Est-ce que vous voulez rebondir? T'as la blockchain, évidemment, les NFT qui évidemment ont le droit. Après, effectivement, si vous mettez une image, elle peut toujours être récupérée par n'importe qui, mais vous avez le NFT qui vous appartient. C'est comme une collection. Enfin, vous faites, voilà, c'est destiné à un public un petit peu différent, c'est sûr. Non, mais ça garantit quand même le droit d'auteur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que je fais quand je fabrique une image numérique, enfin une image avec une AI, pour me protéger, c'est un peu pieux de toute façon, mais pour me protéger, vous voyez, par exemple, j'ai fait recalculer Timothy Leary. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est pas vraiment un travail artistique, j'ai un problème de droit, d'exploitation d'image sur mon musée virtuel. Pour contourner le truc, je suis moi-même un pirate artistique, je fais travailler Midjourney sur par exemple la Timothy Leary, et j'obtiens un portrait original de Timothy Leary sur lequel je n'ai pas à payer de droit à qui que ce soit. Sauf que je peux me protéger de façon succincte, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que j'en fais un NFT qui me coûte que dalle, qui me coûte quelques centimes de dollars quand je le fais, et le NFT en fait c'est un contrat, c'est-à-dire tout le monde mythifie les NFT, les bitcoins, etc. Ça s'est effondré, cette économie-là s'est effondrée, donc ça vaut que quelques centimes, mais c'est des validations de contrat, c'est mieux que des droits d'auteur, c'est-à-dire que en le transformant en NFT, je peux certifier, c'est mieux qu'un notaire, ça me coûte moins cher que de le mettre chez un notaire, je peux certifier que moi, Yadmin, j'ai fait cette image-là à telle date. Ce qui fait que si une majeure compagnie vient me faire chier en me disant « Ah oui, mais ça, c'est nous, on vient de la faire » ou un autre truc comme ça, je dis « Bah moi, cette date-là, j'avais fait cette image-là. » C'est juste, comment on va dire, croiser les doigts, juste pour que je puisse continuer d'exploiter moi-même mes propres créations, sachant que de toute façon, Midjourney se démerde pour être propriétaire des droits de tout ce qui est fait dessus. C'est-à-dire que face à Midjourney, je ne peux rien faire. Mais moi, j'arrête de dire que le combat, il commence là maintenant. C'est-à-dire rien à foutre des hommes de loi de Midjourney. Fuck Midjourney, fuck Photoshop. C'est ce que je dis à mes étudiants. Hackez Photoshop, tout ce que vous pouvez, parce que c'est pas à vous, en tant qu'étudiant d'art, de financer les majeures compagnies américaines de développement de logiciels. Qui développent eux-mêmes leur propre intelligence artificielle. Photoshop. En plus, oui. Alors oui, c'est ça. C'est une histoire qui est arrivée récemment à un de nos camarades. Comment il s'appelle il était en train de tester la bêta, je vous la raconte parce qu'elle est drôle, il était en train de tester la bêta de Photoshop, du prochain Photoshop, et il faisait un espèce de personnage en papier collé, très symbolique, simpliste, et il commence à vouloir retravailler juste la jonction du bras et l'aisselle. Et là, message d'alerte de Photoshop disant « Vous ne pouvez pas continuer à faire cette image-là, elle est obscène, elle ne correspond pas aux règles de la communauté. » On se dirige vers un futur, c'est ça, moi, qui me fait surtout, qui m'énerve le plus, c'est on se dirige vraiment sur un futur de majeures compagnies, de gens qui appartiennent à du domaine privé, qui se permettent de décider pour vous, pour nous, ce qu'on peut dire, voir ou entendre. C'est quand même surréaliste. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour la liberté d'expression depuis des siècles. Juste quelques secondes, minutes pour parler un tout petit peu, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, je ne sais pas si c'est possible, juste anarcho-capitalisme et libertarien derrière l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même un sujet. Oui. Qu'est-ce que c'est que la pensée anarcho-capitaliste et libertarienne? Qui se meurt déjà devant. Ça va d'anarchiste que le nom, concrètement. Si on fait l'histoire de l'anarchisme, on ne va pas faire l'histoire de l'anarchisme, c'est très compliqué. Mais l'anarcho-capitalisme, retenez capitalisme dedans, c'est le capitalisme le plus débridé. Et Noam Chomsky dit de l'anarcho-capitalisme, le mouvement libertarien, que c'est plus proche de l'anomie, à savoir l'absence de règles, d'organisation et de lois. C'est pas ça l'anarchisme. L'anarchisme tel qu'il est pensé par les anarcho-capitalistes, c'est l'adolescent qui veut sécher les cours, fumer des pétards et mettre des A sur sa trousse. L'anarchisme, c'est pas ça.
Et donc, au niveau, cette forme de grands ingénieurs, mais sur le plan de la philosophie, on est proche de l'huître quand même. Notamment sur la conception de ce qu'on appelle la liberté et le libre arbitre. Ils ont une conception de la liberté du libre arbitre qui est très éloignée de ce qu'on a développé à travers les sciences sociales et la philosophie. Ça ne se raccorde pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Rapidement, pardon, excusez-moi. Juste maintenant, je vais vous demander d'être rapide dans vos questions et rapide dans vos réponses. Comment vous avez parlé tout à l'heure de la différence qui existe entre la photographie et l'intelligence artificielle? Je suis d'accord pour dire que les deux phénomènes sont complètement différents, le social et l'époque sont complètement différents. Il y a quand même une similarité, c'est que pour moi, en tout cas je vois une similarité dans le fait que ce sont des outils qui guident notre technique et donc notre créativité et notre imaginaire. Et je suis en train de me demander, comment vous pensez que... Est-ce que vous pensez que ça va poser problème, en fait, le fait que c'est l'intelligence artificielle, ça guide en fait la créativité, ça encadre, ça force un peu la créativité des uns sur les autres, parce que c'est un outil qui est très précis, que vous utilisez de manière très précise, et du coup qui force un peu notre créativité. Est-ce que J'ai pas très bien compris votre question. Est-ce que l'intelligence artificielle nous bride, et vous faisiez un parallèle avec la photographie, est-ce qu'on peut comparer les deux? Ok. Mathilde est photographe, et c'est un médium qu'on utilise beaucoup, donc particulièrement Mathilde. C'est souvent un argument qui a été mis en avant justement quand les premiers débats sont nés sur l'intelligence artificielle dans l'art, le fait que ça correspondait à la révolution de l'arrivée de la photographie dans l'histoire de l'art. En l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec cet argument. Parce que la photographie, effectivement, a réduit en miettes le mouvement pompier hyper réaliste. Effectivement, ce que ça a détruit, c'est l'hyper-réalisme en peinture. Mais la photographie en soi, et on le voit bien, on a quand même évolué sur notre rapport à la photographie. Le photographe, c'est une boîte noire, mais qui n'a pas de pensée, l'appareil photo. Il faut lui donner une intention. Et l'artiste est obligé d'avoir une intention, de déterminer un sujet et de s'exprimer à travers cette boîte. L'intelligence artificielle va quand même beaucoup plus orienter le résultat que la photographie. Votre inconscient se traduit beaucoup plus à travers la photographie qu'à travers l'intelligence artificielle. Moi, je vais rebondir. C'est que dans la photographie, en fait, c'est une exploration de la perception du regard du photographe, pendant lequel, tout ce temps-là, je suis au contact de mon intérieur, de ma cave. C'est-à-dire que je vais choisir mon sujet, mais mon appareil photo, même si j'utilise un appareil photo numérique, il n'a pas de règles de cadrage, il n'a pas de base de données, il n'a pas tout ça. Et je vais choisir, je vais m'approcher, je vais reculer, je vais cadrer, je suis active. Si j'utilise l'intelligence artificielle, déjà il faut savoir qu'on utilise des prompts. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, notre inconscient, il marche en images. Il utilise des choses codées, on va avoir des métaphores et des images, des symboles. Donc nous, on doit forcer notre cerveau à retourner à des mots, donc déjà c'est cadrant, pour ensuite avoir des images du logiciel qu'on doit ensuite reprendre dans notre esprit, qu'on doit retravailler tout ça. Enfin déjà, au niveau du processus, il y a un truc de bizarre. Donc ça cadre déjà forcément. Ensuite, Midjourney, je prends celui-ci, mais n'importe quel autre programme, il va vous proposer des images par rapport à votre prompt. Mais par exemple, si je vous dis, si je mets-moi le souvenir de l'enfance, une image sur le souvenir de l'enfance, ben, je suis sûre que votre souvenir, ce ne sera pas le même que le mien, et ce ne sera pas le même que celui de Midjourney, qui est une statistique. Et déjà là, il oriente, il emprisonne votre photo, il a défini. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que... Du coup, c'est justement ça, est-ce qu'il y a moyen de se libérer de ça? De se libérer, zapper l'intelligence artificielle, je peux dire. Très bien, on va faire encore une question, allez-y. Non, mais on peut déborder, hein. Non, justement, non. Oui, enfin, non. Le but c'était de ne pas trop déborder pour pas trop déborder non plus après. Voilà. Bon, d'accord. Pour la fermeture. Particulièrement de toute façon, une question, c'est plus une réaction à chaud, parce que les gens se disent un peu pris sans sujet. En fait, je suis en train de plus ou moins de former le droit d'artiste. Du coup, vous êtes en train de me dire qu'il y a un con qui a inventé une intelligence artificielle qui va faire mon taf, juste parce qu'on a décidé. C'est malheureusement ce qu'on appelle le sens de l'histoire, et le sens de l'histoire, c'est du tragique. Enfin,
Et la vie, ça consiste à s'adapter au tragique. Mais j'avoue, là, vraiment, je m'attendais à une solution. C'est pas la mort de l'art, hein. C'est pas la mort de l'art. Je veux dire, moi, pour autant, je vais pas cesser toute activité artistique. Mais on va pas se mentir. Je suis convaincu que ce sera plus compliqué. Je vais pas vous raconter des histoires. Ce sera plus compliqué. Oui, et puis nous sommes ceux qui allons le moins morfler là. Bien sûr. Avec les amis. Je vais juste vous. Est-ce que vous vous rappelez contre qui se battait Robin des Bois? C'est un truc que j'ai découvert récemment en lisant un bouquin de l'Udite américain, de l'Udite anglais. Et le Robin des Bois, en fait, je découvre. Alors on a tous l'histoire de la rançon, du mauvais shérif de Nottingham, etc. Et en fait, la vraie histoire de Robin des Bois, c'est que l'Angleterre, à l'époque, est très en retard au niveau industriel sur la fabrication de tissage. Et donc le roi d'Angleterre décide de rattraper le retard d'Angleterre parce qu'ils apportent trop de tissage et donc de favoriser l'industrie du tissage en Angleterre. Et il donne l'ordre au shérif de raser des pans entiers de forêt pour y mettre des pâturages pour les moutons. Et en rasant des pans entiers de forêt, il met à la rue les forestiers et ceux qui vivent de et dans la forêt. C'est une des premières grandes révoltes prolétariennes et aussi une disruption. Alors, c'est pas le capitalisme à l'époque, on n'est pas encore au moment du capitalisme, mais on a, en fait, ils ont perdu. C'est-à-dire, Robin des Bois se sont battus, mais ils ont été laminés par la disruption de l'époque. Et le paradoxe extraordinaire, et qui rejoint la loi de Moore, c'est que 5 siècles plus tard, dans la même région, les tisserands qui ont délogé les forestiers se retrouvent confrontés à l'arrivée des manufactures. Et à ce moment-là, la valeur de leur travail artisanal, donc ils sont très proches des artistes, là, les tisserands, hein, c'est des familles qui bossent, qui ont leurs machines, qui sont isolées, qui bossent et qui fabriquent des œuvres qui sont très travaillées, se retrouvent mis à la rue par les manufacturiers. Et on a la révolte des Ludites, qui essaient de lutter contre ce phénomène-là, mais ils vont se faire exploser. Voilà. Et en fait, nous sommes en train de vivre, alors c'est ça que j'ai essayé d'expliquer au tout début, le truc qui est vertigineux quand on le réalise, c'est que nous sommes en train de vivre une accélération de l'histoire exponentielle en ce moment. C'est-à-dire que l'arrivée des AI va amplifier et accélérer des millions même de disruptions sociales prolétaires dans le monde actuellement. Elles sont déjà en train de le faire. Et on a des corps de métier qui vont, et on va te le voir. Et ce que j'expliquais à mes étudiants, quand j'enseigne dans les écoles d'art, depuis à peu près 15 ans, je leur apprends à surmonter les disruptions. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez... Avant, quand j'étais rentré aux Arts Déco, donc il y a 50 ans, nous apprenions un métier pour la vie. C'est-à-dire que le moulage, la sculpture, on était parés pour apprendre un métier pour la vie. Et j'ai dû m'adapter à des années de disruption où chaque année, chaque décennie, alors ça va de plus en plus vite, avant c'était tous les siècles, hein, c'est-à-dire les grandes disruptions se passaient de siècle en siècle, ensuite ça a été de décennie en décennie, et là les disruptions, nous sommes en train de le vivre d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de l'histoire radicale, et ce que nous apprenons, et c'est même pas moi qui ai décidé, hein, d'ailleurs, c'est l'ensemble des écoles dans lesquelles je donne des cours, à Beaujolais, ils m'ont tous expliqué, Yann, t'arrêtes de donner des cours techniques aux étudiants, c'est fini. Ils se démerdent et ils apprennent sur les tutoriaux. C'est un peu vraiment collectif. Et nous, on ne fait que les orienter sur le contenu, sur le travail de contenu de ce qu'ils sont en train de faire. Et cette disruption est radicale. Et là, quand on leur donne cours, sur un logiciel, par exemple, on leur dit rien ne garantit en 6 mois que ce logiciel sur lequel on est en train de vous former et vous expliquer fonctionne toujours. Hein, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite sur ces outils. Mais c'est de l'art appliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les écoles dans lesquelles j'enseigne... C'est vrai? Je suis désolé. C'est quand même... Vous me partez dans des paragraphes que je n'arrive pas à comprendre. Je me mets un petit peu dans votre explication. Mais vous aurez l'occasion c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a du mal avec ce que je raconte? Non, rassurez-moi. Qui c'est qui a du mal avec ce que je raconte? Deux? Ah non.
Oui, moi je voulais Oui, dire quelque non, mais chose. bien Oui, sûr, évidemment. L'humain n'est pas fini. Pardon? L'humain n'est pas fini. Ah bah bien sûr que Mais non, vous avez bien raison. sûr que non, bien sûr que non. J'ai jamais dit ça. Hein. Non, mais c'est de façon générale, parce que je pense que la tragique de l'histoire, mais c'est à nous de faire l'effort. Oui. On est grandi à travers l'effort, c'est ça qui On n'a pas le choix. Voilà, donc c'est ça qui est bien. Et je pense que l'humain va grandir, on va y arriver. Et il ne faut pas désespérer. C'est comme toujours. Il faut garder l'espérance, on y arrive. Je rebondis sur ce que vous dites. Merci. Je voulais vous dire, mademoiselle, que par rapport à tout ce que nous avons dit sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se nourrit de la statistique de ce qu'on va appeler un chat, elle va se baser sur un chat. Moi, je pense que la grande force que vous pouvez mettre en avant, c'est votre créativité à vous, ce qui vous est personnel, c'est vraiment ce qui va nous différencier. Merci, ça sera le mot de la fin, je pense. Vous pouvez évidemment continuer la discussion avec les artistes. Merci à tous les quatre, c'était passionnant et on comprend que les débats soient effectivement passionnés et qu'ils suscitent beaucoup d'émotions. Voilà, encore une fois, merci. Vous pouvez continuer à discuter avec eux, aller les voir sur leur stand. Et puis, encore une fois, il y a juste après la masterclass avec Calonne et Yann sur l'apprentissage avec Midjourney, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Midjourney. Et merci à tout le monde. J'ai apporté Velasquez Aristopunk dans mon casque virtuel. Voilà, ceux qui auraient envie d'aller dedans. Merci beaucoup.